Bienvenue à un nouvel épisode de Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on mange local et on mange en saison. On va entre autres se gâter avec une recette de dessert, une bagatelle aux fraises et on va aller rencontrer un producteur de fraises local. Je commence en vous parlant des avantages de manger local. Il faut savoir qu'au Québec, il y a près de 30 000 fermes et pourtant, la plupart des aliments qui sont sur les tablettes à l'épicerie vont avoir parcouru près de 2500 km avant d'atterrir dans notre assiette. Donc, il y a beaucoup d'avantages à manger local, mais définitivement, le fait de contribuer à réduire les gaz à effet de serre en est un majeur. Un autre avantage majeur, c'est l'aspect économique. Selon le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, si chaque Québécois, chaque consommateur d'ici dépensait 30 $ de plus par année, ce qui est presque rien, 30 $ dans une année, dans des produits locaux, c'est près de 1 milliard de dollars qu'on injecterait dans notre économie québécoise au bout de 5 ans. Donc, c'est un aspect très important au niveau des emplois d'ici. Autre avantage, un aliment qui n'a pas à parcourir 2500 km a rarement besoin d'être transformé ou d'être suremballé. Donc, ça, c'est un bel avantage au niveau écologique. Finalement, il y a aussi l'avantage au niveau du goût et des nutriments. Lorsqu'une tomate va être à pleine maturité et on l'accueille à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant au niveau du goût. Je pense aussi aux poivrons, par exemple, qui contiennent beaucoup de vitamine C. Je vous parle souvent du fait que la vitamine C est très fragile, à la chaleur, à l'air, à la lumière. Donc, lorsqu'un poivron est cueilli et parcourt 2500 km avant d'atterrir dans votre assiette, la vitamine C est énormément affectée, donc vous bénéficiez moins du côté nutritionnel. Pour manger local et en saison, vous avez de plus en plus d'options. Je pense entre autres aux marchés locaux. Ici en Mauricie, j'aime beaucoup le marché Godefroy qui est ouvert tout l'été, mais aussi qui va ouvrir pour des occasions spéciales comme Noël. Vous avez aussi les fameux paniers bio. Donc, vous pouvez vous inscrire et recevoir un panier d'un producteur local à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Il y a aussi les achats à la ferme. De plus en plus de fermes vous permettent de vous rendre sur place pour faire vos achats. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que vous pouvez interagir directement avec les producteurs. Et n'oubliez pas les achats en ligne. La saison passée, j'ai fait une super belle bannique avec des champignons du Québec et on a aussi parlé des algues. Il y a beaucoup de produits marins comme les algues du Bas-Saint-Laurent qui peuvent être commandés en ligne. Donc, vous achetez directement du producteur et c'est beaucoup plus intéressant que des algues qui proviendraient de l'Asie, par exemple. Je viens de mentionner le fait que c'est intéressant de se rendre directement à la ferme pour acheter nos produits. Ce que j'aime avec ça aussi, c'est qu'on garde un lien direct avec les gens qui produisent notre nourriture. Donc ça, c'est très riche autant pour nous en tant que consommateurs que pour les producteurs eux-mêmes. On peut parler avec eux de nos préoccupations au niveau santé, environnemental aussi, si on veut amener des changements. Et ça contribue à garder le savoir-faire de l'agriculture au Québec et ça contribue au sentiment d'appartenance aussi, ce que j'aime beaucoup. On quitte la cuisine un instant et on s'en va voir notre capsule santé du jour. Audrey, une des valeurs que j'admire chez toi puis que tu as transposées dans ton entreprise, c'est le côté écolo. Donc, évidemment, ça se traduit entre autres par le vrac, mais le local et les produits de saison aussi. Donc, je voulais que tu nous en parles un peu, là. Qu'est-ce que tu as dans la boutique qui est local saison? Actuellement, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile. Au niveau de la saison, on a les laitues, on a beaucoup de légumes qui viennent à moins de 20 km de notre magasin, donc c'est super intéressant. L'hiver aussi, donc on essaie toujours d'avoir les tomates, des poivrons du Québec. Tout ce qui peut encore pousser au Québec dans le biologique, on l'a. Puis aussi au niveau du vrac, on a plusieurs légumineuses qui sont du Québec. On a aussi le chanvre qui vient du Québec, donc plusieurs quand même dans le vrac là, qui viennent du Québec. On a aussi l'argouille, qui est un produit qui vient de Saint-Ubalde, qui est fait avec la baie d'Argousier, qui est super intéressant. Puis on a aussi certaines huiles, dont la caméline et aussi le tournesol qu'on a disponible en vrac. En vrac. Et donc, les gens peuvent apporter leurs bouteilles, c'est ça, comme pour les autres produits en vrac? Exactement. Propre et sec, c'est tout ce qu'on demande. Pour les huiles, c'est super important que ce soit sec. Mais sinon, oui, on a des beaux produits du terroir. Puis tu viens de mentionner la caméline. C'est une huile qui est moins connue. C'est une belle source de bons gras, d'oméga 3, entre autres. Oui.
Est-ce que tu l'utilises personnellement là, pour la cuisson? Oui, puis même pour ceux aussi qui veulent prendre justement des sources d'oméga 3, mais végétales, sans prendre de poisson, c'est vraiment intéressant. On peut le prendre en shooter. C'est un petit goût un petit peu plus terreux. Puis il y a beaucoup de chefs qui commencent à l'utiliser en cuisson parce qu'elle a une haute teneur, elle est capable de prendre des températures très élevées aussi. Fait qu'elle est super intéressante pour ça. Beaucoup de vitamine E aussi, donc super intéressant. Je trouve que c'est une belle alternative à la graine de lin. Oui. À tout ce qui est normalement, partout où on utiliserait de la graine de lin, de l'huile de graine de lin. Je trouve que c'est une super belle alternative. Tout à fait. Exactement. Puis on peut même la goûter si toutefois vous n'êtes pas certain d'aimer le goût ici en magasin. On peut vous le faire goûter avant d'acheter. C'est vrai, tes belles huiles locales, on peut les goûter, j'avais oublié. Oui. Fait que ça, c'est une belle alternative avant de choisir nos huiles. Bien, je te remercie. Ça me fait plaisir. Comme toujours, j'ai quelques suggestions lecture pour vous. Je débute avec un livre qui s'appelle « Pour une éco-alimentation, 10 belles histoires ». C'est de Lucie Sauvé, Nella Naoufal et Eva Aouzou. Je vous présente ce livre-là, entre autres, parce que j'ai beaucoup aimé l'enseignante Lucie Sauvé pendant que j'étais à la maîtrise en sciences de l'environnement. À l'UQAM, c'est l'une des auteurs du livre. Ce livre-là, il n'y a pas de recette du tout. C'est vraiment si vous voulez lire sur la crise reliée à l'alimentation, entre autres. Si vous voulez lire sur les jardins urbains, les jardins collectifs, on parle vraiment là, de ces 10 histoires, de 10 initiatives ici au Québec. On regarde même la perspective autochtone, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. On va parler des débuts de l'entreprise Crudescence, dont je vous ai déjà parlé. Donc, des jardins écologiques, des coops de solidarité aussi. Donc, très belle lecture. Et c'est pas très lourd, là. C'est vraiment riche, mais ça se lit très, très bien. Une autre lecture d'ici, une lecture québécoise, c'est Yves Gagnon, Le festin quotidien, gastronomie, santé locale et responsable. Donc, juste par le titre, vous vous doutez que j'ai accroché. Donc, Yves Gagnon est un diplômé de l'Institut d'hôtellerie du Québec. Et ce que j'ai aimé, c'est l'éthique derrière ce livre-là. C'est un livre très authentique, un livre très québécois. Donc, il y a des belles recettes. On va vous proposer des ketchup, des soupes, des salades. Ici, j'ai salade de radicchio de saison, les concombres. Mais j'aime aussi toute la philosophie derrière. Yves Gagnon est vraiment un ferme défenseur là, de la responsabilisation face à ce qu'on mange, ce dont je vous parle souvent. Donc, j'ai vraiment aimé autant les recettes, mais aussi toute la philosophie derrière. La dernière suggestion, c'est mon coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré. C'est une publication assez récente. C'est Manger Québec de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. 75 recettes. Association des producteurs maraîchers, ça le dit, on est dans les fruits et légumes. Je vous parle tellement souvent d'augmenter votre apport en fruits et légumes, surtout les légumes. Et là, c'est très mignon parce qu'on va rencontrer la famille Pinsonneau de Saint-Michel, les Guérin de Sherrington, les Desgroseilliers de Saint-Isidore. On met l'accent sur les producteurs d'ici. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé. Oui, il y a des recettes, mais de page en page, l'exemple, si on parle des asperges, on va parler d'une famille d'ici qui vont produire des asperges. Et les images sont magnifiques. Et là, pendant que j'y pense aussi, au début, on a un tableau qui parle de la disponibilité. On a vraiment un tableau là, qui sépare les mois de l'année et les aliments. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui est disponible quand. Donc, gros coup de cœur, c'est fait ici et ça encourage à manger santé. Donc, définitivement, un très bon choix pour moi. On poursuit en reportage. Je vous amène avec moi faire la cueillette de fraises. Puisqu'on parle de produits locaux et de saison, aujourd'hui, je m'en viens à Saint-Louis-de-France rencontrer Raphaël Julien Caron de l'entreprise Miel des Trois-Rivières pour parler de fraises biologiques avec elle. Raphaël, merci de nous recevoir dans votre décor absolument bucolique. Bien, ça fait plaisir, hein? La campagne. Ah, c'est magnifique. Tout d'abord, j'aimerais que tu m'expliques un peu les débuts de Miel des Trois-Rivières. J'ai eu le plaisir de rencontrer ton conjoint Raphaël il y a 2 ans, lors de la saison 1, qui nous a parlé de la section miel. Mais pour rappeler aux gens un peu comment ça a débuté votre entreprise, j'aimerais que tu m'en parles. Oui, l'entreprise a débuté avec le miel et les fraises et Camerise. Tout est arrivé en même temps. On a commencé environ en 2012. La première année de cueillette de fraises, c'était 2013. Donc, on a planté les premières fraises en 2012. On s'était lancé dans l'aventure du miel, puis on entendait parler beaucoup de la camerise, qui est un petit fruit qui n'était pas connu. Puis au niveau du ministère, il faisait beaucoup la promotion de ces fruits-là. Puis on a décidé d'essayer d'en planter. Puis quand on a fait le cours sur la camerise, il disait l'idéal, c'est de planter des rangs de fraises entre les rangs de camerise parce que ça arrive à peu près en même temps. Puis c'était intéressant pour la mise en marché. Donc on a suivi le conseil, on a planté des fraises. Puis c'est comme ça qu'on a lancé l'entreprise.
Et puis, là, vous travaillez en bio. Oui. Est-ce que ça a toujours été bio, même quand vous avez acheté les terres? Bien, moi, c'est les terres de la famille. Je suis la 7e génération à cultiver les terres ici. Quand j'étais jeune, mes parents cultivaient des fraises. Ils ont commencé un peu avant moi. Et puis, ils se sont certifiés bio assez rapidement. Là, je crois qu'aux alentours de 1984, ils ont eu leur certification bio. D'ailleurs, on était la première ferme à l'époque de mes parents, la première production de fraises certifiées biologiques au Québec. C'était les premiers producteurs de fraises qui ont obtenu leur certification au début des années 80. Quand même avant-gardiste. Oui, bien, c'était le début de l'agriculture biologique au Québec. Ça se faisait déjà de plus en plus en Europe. C'était la mode, si on veut, plus en France ou dans le reste de l'Europe. Mais au Québec, là, ça commençait. C'était les débuts. On montait les cahiers de charges. Il n'y a rien qui existait encore. Du côté Ferme Caron, vous avez aussi un autre produit qui est vraiment extraordinaire, moi que j'adore, c'est votre fromage au lait de chèvre. Oui. Après avoir fait les fraises, mes parents ont décidé de se lancer dans la production de fromage de chèvre. Et puis, bien, moi, je prends la relève de la ferme là, depuis les 2 dernières années. Donc, je continue à faire les fraises, les camerises avec Miel des Trois-Rivières. Et puis, je me lance aussi dans la production de fromage de chèvre avec la ferme Caron. Et je veux absolument qu'on parle un petit peu plus des camerises, parce que c'est un produit qui est un peu moins connu. Les gens, des fois, sont curieux. Donc, qu'est-ce que c'est une camerise? Au look, ça ressemble un peu à un bleuet allongé. C'est un petit fruit qui est bleu aussi. À l'intérieur, plus pourpre, plus foncé là, que le bleuet. Le goût n'est pas le même du tout. Souvent, on me dit qu'est-ce que ça ressemble comme goût, ça ressemble à quel type de fruit, puis je dis toujours, bien, ça goûte la camerise. C'est difficile de faire un mélange de fruits. C'est un peu plus acidulé comme fruit. Là. Ça peut être un mélange bleuet, framboise, mais il y a des variétés qui sont plus sucrées que d'autres aussi. Et toi, comment tu l'utilises en cuisine, la camerise? Moi, je l'aime bien dans le champ, à la poignée. Mais je l'utilise aussi pour les confitures. Les gens adorent les confitures de camerise parce que juste le fait que ce soit mis avec un peu de sucre ou avec du miel ou du sirop d'érable, ça aide à enlever le petit goût qui est plus surette. Mais en tarte avec des fraises, dans n'importe quelle recette, on peut remplacer les bleuets, les framboises par des camerises. Ça serait intéressant aussi. Et je pense que là, vous avez un petit kiosque qui s'en vient, une nouvelle bâtisse. Là. Oui, pour la nouvelle bâtisse, ça va être aussi un kiosque libre-service. C'est ce qu'on fait avec Miel des Trois-Rivières depuis presque 2 ans. On vend notre miel dans un kiosque libre-service. Là, on construit un nouveau bâtiment pour une nouvelle fromagerie, puis il va y avoir le kiosque, on va rapatrier tous les produits, le fromage et le miel. Hein. Et puis, évidemment, pendant la période de fraises et de camerises, les produits vont être là aussi. Parce qu'on fait en autocueillette aussi pour les fraises, les camerises. Ah, bien, c'était ma prochaine question. Pour les gens qui veulent se procurer vos produits. Donc, pour les fraises, les camerises en saison, il y a de l'autocueillette? Oui. Parfait. Puis sinon, c'est ça, au kiosque, est-ce que ça va être possible d'en acheter lorsque le kiosque va être ouvert? Oui, une fois le kiosque ouvert, on va en avoir des quantités. Plus pour les fraises. Les camerises, ça va vraiment rester en autocueillette. Pour les fraises, on va en avoir quand même déjà cueilli. Sinon, on fait un concept aussi de commande spéciale. Donc, avec notre page Facebook, on fait des annonces. Les gens peuvent nous passer une commande. Puis quand leurs fraises sont prêtes, on les informe pour qu'ils puissent venir les chercher directement à la ferme. Mais on ouvre aussi régulièrement les fins de semaine pour faire l'autocueillette de fraises et de camerises en même temps. Bien, je te remercie, Raphaël. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous accueillir dans notre ferme bucolique. Magnifique, oui. Donc, on se lance dans notre bagatelle aux fraises. Là, on va faire la première étape, qui est le gâteau de base, qui est un gâteau à la vanille. Et vous pourriez l'utiliser pour plein d'autres recettes. Ce que je vous suggérerais dans ce cas-là, c'est de doubler la recette. Là, on va faire un gâteau dans un moule de 9 pouces, mais vous pourriez doubler la recette pour avoir un gâteau de 2 étages que vous pourriez crémer. Aujourd'hui, on va utiliser le gâteau pour faire une bagatelle. Et là, vous pourriez vraiment vous amuser à jazzer, comme j'aime dire, là, le choix des fruits. Quand c'est la saison des bleuets, les bleuets vont se marier à merveille avec la crème pâtissière qu'on va faire. Donc, amusez-vous, des pêches pendant la saison des pêches et des nectarines du Niagara. Ça pourrait être aussi des pommes pendant la saison des pommes. Donc, pour manger local, là, cette bagatelle-là, c'est un excellent choix. Donc, aujourd'hui, ça va être avec des super belles fraises de la région. Et là, je vais faire le tour des ingrédients à mesure que je cuisine avec vous parce que je veux vous parler du fait que c'est une belle option santé. J'avais envie de vous proposer un dessert, j'en propose un peu moins dans l'émission, mais ce qui est intéressant avec cette recette-là, c'est que c'est relativement santé comparé aux bagatelles qu'on retrouve en général. Donc, je commence avec les ingrédients secs, et là, vous allez voir, comme le gâteau, là, c'est super simple, on n'a pas beaucoup d'ingrédients, donc c'est ce qui est intéressant.
La farine, j'ai pris une farine de grès entier, donc ici, c'est de l'épeautre. Si vous avez peur au niveau du goût que ce soit trop fort, vous pourriez faire un moitié-moitié. Avec une farine blanche, vous pourriez mettre du sarrasin si vous aimez le goût aussi, parce qu'avec la crème pâtissière qui est bien riche, bien crémeuse à la vanille et les fruits, le grain ne prend pas trop de place. Mais vraiment, allez-y à votre goût. Moi, je trouve que l'épeautre, ça n'a pas un goût trop fort, donc je trouve ça intéressant. Donc là, c'est 100% grain entier et c'est une farine québécoise biologique. Et là, je viens tout de suite mettre ma poudre à pâte. Là, comme d'habitude, je ne vous donne pas les quantités parce que vous allez les avoir dans la section documents de ma page Facebook. Vous avez aussi les recettes sur la page de ma TV, la page qui est consacrée à Manger Santé, guide simplifié. Donc, je mets ma poudre à pâte et là, je vais mettre 2 bonnes pincées de sel quand même. On veut aller chercher l'équilibre des saveurs. Hein? On met du sel dans le sucré pour aller faire ressortir les saveurs. Donc, je brasse rapidement. On veut juste s'assurer que la poudre à pâte est bien activée. Et je remets ça de côté. Pour l'instant, je n'y touche plus. On va commencer avec nos ingrédients humides. Donc, je viens chercher le bol de mon mélangeur. Et là, ingrédient très intéressant pour les desserts quand on veut faire une version santé, c'est la compote de pommes non sucrée. Donc ici, c'est environ une demi-tasse. Encore là, vous allez avoir les ingrédients, les quantités sur ma TV et ma page. La compote est intéressante parce qu'elle amène un petit goût sucré, mais elle remplace aussi les gras. Donc aujourd'hui, là, on n'a pas vraiment de corps gras. On aurait pu utiliser une huile de coco désodorisée, entre autres, mais ma compote de pommes fait un très beau travail pour ça et ça amène un petit goût sucré en même temps. Pour le sucre, je parlais des bagatelles qui sont souvent très, très sucrées. On est quand même sage. Au lieu du sucre raffiné blanc, j'ai pris du sirop d'érable. Évidemment, il y a des effets sur votre glycémie, on ne se mentira pas, mais ça reste que c'est un produit local. C'est quand même intéressant. Et c'est surtout que j'ai réduit la quantité avec les desserts fruités, avec la compote de pommes, avec de la vanille. Vous pourriez mettre de la cannelle aussi. On a un effet sucré. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de mettre beaucoup de sucre. Donc là, j'ai mis mon sirop d'érable. Vu qu'on est dans le québécois, là, j'ai pris le sirop d'érable, mais de l'agave pourrait fonctionner très bien aussi. Je mets 2 œufs. Donc, je fais souvent des recettes végétaliennes ici à Manger Santé. Là, c'est sûr que pour ce cas-là, j'utilise des œufs. Vous pourriez essayer la recette avec mes fameux œufs de chia ou de chanvre. Hein. On met 3 cuillères à soupe d'eau pour une cuillère à soupe de graines de chanvre ou de graines de... pas de chanvre, pardon, de lin ou de chia. Et on les fait gonfler et là, on va les utiliser comme un œuf. Il y a certains produits faits ici au Québec, la marque Cannelle, entre autres, qui fait des remplacements d'œufs, donc ils vont aider au niveau de la texture. Vous pourriez l'essayer, ça fonctionnerait probablement assez bien. Donc, j'ai mes œufs, mon sirop d'érable, ma compote. Je vais ajouter un peu de vanille. Je vais amener mon petit goût sucré. Et donc, je vais mettre ça tout de suite dans mon mélangeur. Et là, je ne mélange pas très longtemps, juste pour dire que les ingrédients humides sont bien mélangés, là, que j'ai une consistance homogène. Et là, je réduis la vitesse, je laisse aller. Et là, vraiment simplissime, je vais venir vider mes ingrédients secs en tentant de ne pas faire de dégâts. Vous me connaissez, j'en fais souvent. Je ne les mettrai pas d'un coup. Je vais y aller en quelques additions et je vais alterner avec du lait. Aujourd'hui, oui, il y a des œufs, mais je suis à moitié végétalienne. J'ai pris du lait à base de coco. Ce n'est pas du lait de coco en conserve, mais c'est vraiment un lait végétal qui est fait à base de coco, un peu comme les marques classiques qu'on retrouve, là, Silk et tout ça, qui font du lait d'amande aussi, du lait de cachou. Vous pourriez utiliser du lait de provenance laitière, mais un lait de cachou, un lait d'amande, ça ferait très bien le travail. Moi, je l'ai pris non sucré parce que je ne veux pas exagérer sur la quantité de sucre dans mon dessert. Vous pourriez le prendre sucré, mais c'est vraiment pas nécessaire. Vous allez voir, le gâteau est quand même très goûteux. Donc, j'ai mis un peu de mon lait. Je mets une deuxième fois des ingrédients secs. Là, je vois que ça a tendance à coller un petit peu sur les rebords. Je vais attendre ma 3e addition d'ingrédients secs avant d'aller racler les bords. Je mets le restant de mon lait. Et là, je vous dirais que c'est simplissime. Là, ici, autant pour les œufs, le lait, vous n'avez pas nécessairement à vous assurer que les ingrédients sont frais, froids ou température pièce. Donc, c'est vraiment pas très compliqué comme recette. C'est difficile à manquer. Donc, on va essayer d'aller chercher tous nos ingrédients secs. Et là, vu que c'est collé un petit peu sur les rebords, je vais juste prendre une spatule, aller décoller
ma farine qui a collé sur les bords de mon bol. Et je le repars juste quelques secondes parce que ma pâte est très belle. Et là, le temps au niveau du mélangeur, c'est pas vraiment inquiétant si vous le mélangez longtemps ou à trop haute vitesse, parce que souvent, je fais des trucs sans gluten à l'émission. Je vous dis, faites attention si vous mélangez trop le sans gluten. Moins intéressant au niveau de la texture de la pâte. Il y a du gluten dans l'épaule, donc aujourd'hui, on ne se casse pas la tête avec ça. Encore là, si vous voulez aller dans le sans gluten, il y a des très belles farines faites ici au Québec. De plein de marques là, dont je vous ai parlé au fil des saisons, saison 1, 2 et 3. Donc, vous pourriez vraiment y aller dans le sans gluten aussi. Encore là, faites attention un petit peu au niveau du mélange. Ne mélangez pas trop. Et bien là, il va falloir surveiller le temps de cuisson. Si vous changez les ingrédients, surtout au niveau farine, mais aussi les œufs, entre autres, là, tantôt je parlais des produits de remplacement, surveillez la cuisson, là, ça se pourrait que ça soit un peu différent. Donc, moule de 9 pouces. Je ne vous mentirai pas, là, j'ai triché un peu. Il n'est pas fariné, il n'est pas graissé, fariné et il n'y a pas de papier. Il risque de coller. Ce gâteau-là a tendance à vraiment coller. Donc, si vous ne voulez pas vous battre au moment du démoulage, mettez un petit papier ciré ou mettez un peu de farine dans le fond là, après avoir graissé le moule. L'avantage, c'est que puisqu'on fait une bagatelle, vous allez voir tout à l'heure, on déchiquette, on coupe notre gâteau. Donc, c'est pas grave si visuellement, il n'est pas très beau. Si vous le brisez en le démoulant, de toute façon, on va le défaire. Donc, c'est moins grave, mais si vous ne voulez pas perdre du gâteau là, ou si vous voulez vous faciliter la vie pour nettoyer votre moule après, vous pourriez vous donner une chance. Et donc, vous voyez, très simple, je mets ça ici. Mon four est à 350 et là, ça peut paraître surprenant. C'est long, la cuisson de ce gâteau-là, c'est un 50 minutes. Donc, pendant qu'on fait la crème pâtissière, qu'on coupe nos fraises, notre gâteau va cuire. C'est pour ça que je commence avec cette étape-là. Un bon 50 minutes parce qu'après, on veut que notre gâteau soit bien cuit quand on va le mettre dans notre bagatelle avec la sauce. Là, on veut qu'il imprègne de la sauce comme il faut. Si vous ne le cuisez pas comme il faut, l'intérieur va être presque consistance pudding brownies, ce qu'on ne veut pas. Donc, je nettoie ça, je vous reviens. On va faire la crème pâtissière pendant que notre gâteau est au four. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors, deuxième étape de notre recette, on va faire une crème pâtissière. Et là, je vous mentionne mon gâteau, je l'ai laissé refroidir comme il faut. Ça va aider, s'il n'est pas tout à fait cuit, là, ça va donner une chance. Là, j'ai triché pour les besoins de la télé, j'ai fait des languettes ici. On va les utiliser dans un instant. Mais en attendant, je débute ma crème pâtissière. Là, j'ai triché, j'ai commencé à faire chauffer du lait de coco à base de coco, là, quand on serve, comme je vous disais tout à l'heure, mais un lait végétal qui est fait à base de coco, ça pourrait être encore cachou, amande, peu importe. Il est sans sucre, mais il est aromatisé à la vanille. Et là, j'ai commencé à le faire chauffer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du sirop d'érable pour sucrer ma crème pâtissière et 4 jaunes d'œufs. Et là, tout de suite, je vais fouetter parce que je ne veux pas que mes œufs cuisent. Hein, on fait une crème pâtissière. On veut faire chauffer le tout. Là, je vais pouvoir augmenter le feu un peu et je vais fouetter souvent. Encore une fois, pour pas que mes jaunes d'œufs coagulent. Je veux que ça épaississe. Donc, pendant que ça commence à chauffer un peu, je vais revenir là, fouetter souvent. Pendant que ça épaissit, je vous montre. Pour faire épaissir, je ne suis pas une grande fan de fécule de maïs parce que souvent, c'est une qualité moins intéressante. C'est du maïs OGM. Mais bon, petite quantité de temps à autre, il faut vivre un peu. Donc là, j'ai du lait. Encore une fois, le même lait que j'ai utilisé depuis le début de ma recette. Quantité égale, 4 cuillères à soupe de lait, 4 cuillères à soupe de fécule. Ça va être pour épaissir ma crème pâtissière. Donc là, j'aurais pu prendre un bocal un peu plus gros. Je viens mélanger pour pas trop qu'il y ait de grumeaux. Quand ma crème va commencer à être chaude, quand elle va commencer à mijoter un peu, on ne veut pas une ébullition trop intense, mais quand elle va commencer à être chaude, je vais venir vider ma fécule de maïs à l'intérieur. Vous voyez, elle a déjà une température intéressante. J'attends un peu de voir frémir. Je vais venir mettre ma fécule. Donc, pour l'instant, je mets ça de côté. Je vous mentionne qu'on va ajouter un peu de rhum. Vous n'êtes absolument pas obligé de mettre du rhum dans votre recette aujourd'hui, mais ça, c'est le rhum qui s'appelle le Morbleu, si je me souviens bien, de la distillerie Mariana à Louisville. Donc, on est dans le local. Donc, petit rhum qui va aromatiser ma crème. Vous pourriez mettre à peu près n'importe quel alcool. Ça serait intéressant. Donc là, je vais tricher. Mes mains sont propres, j'allais dire mes mains sont chaudes. La préparation est chaude. Donc, je vais venir mettre
ma fécule ici pour épaissir. Et je vais monter le feu un peu. Dès que la température monte un peu, là, on va voir le mélange qui s'épaissit. C'est sûr que vous ne voyez pas, là, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Et là, pendant que ça continue de chauffer, je vais vous montrer, quand je veux monter ma bagatelle, c'est super simple. Ce que j'aime faire, moi, c'est prendre un contenant transparent. Tout à l'heure, je vais vous le montrer là, dans des verres à martini. C'est très joli pour les portions individuelles. Mais là, j'ai pris un pot maçon. Ça sera super beau pour servir l'été aussi sur une terrasse. Très simple, je me fais des petits cubes avec mon gâteau. Et là, je fais des étages. Donc, je surveille ça ici. On va épaissir un peu. De toute façon, encore une fois, je vais tricher pour les besoins de la télé. Ici, j'ai une crème pâtissière identique à ça que j'ai fait là, il y a quelques heures. Donc, elle a eu le temps un peu de refroidir. Mais vous pourriez les mettre chaudes directement sur le gâteau. C'est vraiment pas grave. Et là, on y va de façon un peu aléatoire en étage. Donc, j'ai mis un étage de gâteau. Je viens mettre mes belles fraises du Québec et ma crème. Là, ça dépend vraiment des goûts. Vous voyez, je le fais un peu à l'envers. Là. Souvent, moi, j'aime mettre la crème directement sur le gâteau parce que le gâteau va absorber la crème. Donc là, vous voyez ce que je vais faire. Je vais tricher, je vais faire l'inverse pour cet étage-là. C'est pas vraiment grave, là. On s'entend. Ça va être délicieux, peu importe. Et là, j'entends ici, ça commence à mijoter. Donc, ça va épaissir. Donc, dès que ça épaissit, vous tassez du feu. On ajoute la vanille et le rhum. Je vous le montre dans un instant, là, mais je continue mes étages ici en attendant. Et les parfums sont extraordinaires. Je sens le rhum, je sens les fraises, le petit gâteau vanillé. Et là, c'est joli. Vous voyez les étages là de côté. Donc, ça commence à mijoter. J'ajoute ma vanille. Et là, ça mijote beaucoup. J'arrête tout simplement quand ça mijote, là, quand ça frémit comme il faut. Vanille, rhum. Et voilà, elle est prête. Donc, vous voyez, ça, c'est mes étages. Donc, je vous reviens avec le résultat final dans mes verres à martini. Voilà notre résultat final dans des coupes à martini. J'aime beaucoup cette version-là parce que ça fait des très, très belles portions individuelles. Évidemment, si vous ne consommez pas la bagatelle tout de suite, gardez-la au frigo. J'ai une petite préférence pour la manger le lendemain parce que le gâteau imbibe là, de la crème pâtissière, les parfums sont tout mélangés. Donc, c'est un petit conseil. Vous pouvez essayer de la manger le lendemain. Soyez des nôtres la semaine prochaine parce qu'on reçoit avec un beau menu estival de tapas. C'est un rendez-vous.